Dans le fond, l'objectif du panel, je vous le répète, c'est de s'inspirer de différents modèles où on a travaillé en respect des droits par rapport à différentes clientèles. Et à partir de ces expériences-là, c'est ça qui va vous amener en atelier cet après-midi, voir comment on peut tirer de ces expériences-là des outils, des modèles, des façons de faire pour améliorer et respecter les droits des personnes en santé mentale. Il y a deux choses qui sont importantes, deux choses qui sont centrales là-dedans, c'est que l'éducation populaire, c'est partir des personnes qui vivent une problématique. Si on ne part pas de ces personnes-là, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. C'est à partir de là que le travail commence, à partir des personnes qui vivent une problématique. C'est elles et eux qui sont les premières personnes à connaître c'est quoi leur réalité et c'est quoi qu'il faut avoir amené comme transformation. La deuxième notion qui est bien importante dans l'approche de l'éducation populaire, c'est de viser une transformation sociale, c'est-à-dire de ne pas travailler sur seulement les causes, mais de travailler sur pas seulement de travailler sur les conséquences des problèmes de santé mentale, mais de travailler sur les causes, puis de travailler en aval de ça pour changer la situation. Si vous voulez avoir un exemple concret, qu'est-ce que ça peut faire en santé mentale et l'éducation populaire, moi j'aurais tendance à dire, demandons à François de nous en parler, parce que la droite, c'est un groupe d'éducation populaire qui travaille sur cette problématique-là. Ce qui est important, entre autres, c'est que les gens qui vivent la situation aient une place du début à la fin dans tout le processus, qu'il y ait une place dans le milieu décisionnel, qu'il y ait une place dans l'action aussi. Et ce qui est important, c'est qu'elles prennent part à toutes les démarches d'amélioration de leurs conditions. C'est aussi une approche qui va miser sur la mobilisation des personnes et la mobilisation de la population autour pour travailler sur une reprise du pouvoir d'agir. On ne veut pas que faire des représentations, on veut aussi faire des mobilisations, faire de l'action pour que les gens reprennent leur place, leur importance dans la société, puis le pouvoir d'agir sur cette vie. Pour que les droits soient atteints, que le droit de l'ensemble de la population soit atteint, que ce soit les droits en santé mentale, mais que ce soit le droit au logement, bien, il faut travailler ensemble, travailler de façon solidaire, amener les luttes sociales pour faire reconnaître ces droits, puis obtenir des réelles avancées, là, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, mais que ce soit au niveau aussi de faire tomber les préjugés, puis faire avancer à l'intérieur même de nos pratiques, des pratiques qui soient plus axées sur les droits de toutes les personnes. Les droits, ce n'est pas une question budgétaire, c'est une question fondamentale. On doit trouver l'argent pour les faire respecter. On ne doit pas adapter les droits en fonction des sommes disponibles. C'est entre autres pour ça que le mouvement se bat actuellement contre les mesures d'austérité qui vont toucher l'ensemble des personnes, et souvent sous plusieurs aspects, pas seulement sur les soins, mais les ressources disponibles pour les personnes en santé mentale, mais sur leur logement, sur les revenus disponibles, puis ça va toucher de plus en plus les personnes actuellement. Faire en sorte que favoriser la participation sociale des aînés dans leur milieu, dans leur communauté. On le sait que plus on vieillit, plus l'isolement guette les gens. Alors, l'idée, c'est de rendre les personnes âgées ou de les amener à être davantage actifs dans leur milieu, tant au niveau professionnel, au niveau économique, qu'au niveau civil. Les aînés ont des choses à apporter, tout le bagage qu'ils ont, et ça, c'est ce que veut mettre de l'avant, c'est ce que cherche à mettre de l'avant le secrétariat aux aînés. Le travail de milieu, c'est la mise en place ou un coup de pouce pour faire en sorte qu'il y ait des travailleurs de milieu près de proximité, qu'on appelle, là, près des milieux de vie des personnes aînées. Et le nombre de travailleurs de proximité en Chaudière-Appalaches, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais il est en augmentation. Il y en a à Lévis, il y en a à Sainte-Marie-de-Beauce, il y en a maintenant à Montmagny et Lydais. Et ça prend de l'ampleur. Ça, c'est intéressant. Donc, ce qu'on vise à faire avec les travailleurs de milieu, c'est principalement créer des contacts avec les personnes aînées plus vulnérables, à toutes sortes de niveaux, isolées, qui vivent possiblement de la maltraitance, etc. La maltraitance envers les aînés, ça représente environ 4 à 7 des personnes aînées qui vivent de la maltraitance au Québec. Si on traduit ça en nombre au niveau de Chaudière-Appalaches, ça veut dire environ entre 16 000 et 28 000 personnes en Chaudière-Appalaches qui vivraient de la maltraitance à divers niveaux. Là. On s'entend, hein, la maltraitance est parfois subtile, parfois très évidente.
Et un des groupes les plus à risque de vivre la maltraitance chez les personnes aînées, ce sont les personnes aînées qui vivent des problèmes de santé mentale. Les différentes formes de la maltraitance, très rapidement, il y a l'agisme. Bon, par exemple, t'es vieux, t'es pas capable de t'occuper de tes finances personnelles, c'en est un exemple, ça. Hein, quand on a ça en bouche, c'est de l'agisme, ce qu'on fait. La violation des droits, se voir imposer un traitement médical, quelqu'un on en parlait ce matin, ça on le vit aussi chez les personnes âgées. De la discrimination en raison de l'âge au travail. Donc de la maltraitance psychologique, se faire humilier, se faire menacer, infantiliser. De la violence ou de la maltraitance physique. Un exemple, qu'on fasse attendre trop longtemps une personne en hébergement, par exemple, une personne âgée pour aller aux toilettes, c'est ça de la maltraitance physique. De la maltraitance sexuelle, se faire harceler, par exemple. Une des maltraitances les plus communes qu'on retrouve chez les aînés, c'est la maltraitance matérielle ou financière. Se faire soutirer de l'argent, avoir des pressions sur son héritage, par exemple. C'est des choses qu'on peut voir rencontrer régulièrement. Une des formes de maltraitance qu'on entend beaucoup parler actuellement dans les médias, c'est la maltraitance organisationnelle, c'est-à-dire celle qui est reliée aux soins et aux services. Cette forme de maltraitance-là, on commence à la mettre à jour. Elle est spectaculaire lorsqu'on la met dans les médias, mais il y a toute une palette de formes de maltraitance en institution. On a mis à jour dans une résidence aux personnes âgées une forme de maltraitance. Une personne qui aurait filmé des gens étendus par terre, des personnes âgées étendues par terre, qui auraient été laissées étendues par terre. Donc, son étude aussi extrême, c'est juste pour dire qu'il y en a des plus subtiles dont il faut aussi s'occuper. Les actions sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la maltraitance? Il faut d'abord reconnaître que la maltraitance est un problème. Il faut la reconnaître puis la prévenir, sensibiliser le plus possible. Repérer les personnes qui vivent la maltraitance, puis intervenir en situation de maltraitance. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être un accompagnement, aussi bien qu'il peut y avoir des actions légales, hein, en dernier recours, quand ça en prend. Condition de réussite ou défi pour les prochaines années au niveau de notre démarche à nous, c'est d'avoir une approche de bientraitance. Puis ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire, et non le moins possible, zéro, d'avoir une approche judiciaire. On va l'utiliser, mais en dernier recours. Ce que les personnes aînées ont besoin en situation de maltraitance, c'est d'avoir quelqu'un qui va les accompagner. Et des fois, ça peut prendre des mois avant de se sortir de cette situation-là. Il faut respecter le rythme de la personne aînée qui vit de la maltraitance, mais en même temps, il faut apporter toute l'aide nécessaire. Une des conditions de réussite, grande implication des aînés partout. On le sait, une personne aînée qui vit de la maltraitance, à qui elle va vouloir se confier en premier? Un autre aîné. Alors, la démonstration est faite. Plus on va avoir des aînés qui vont s'impliquer, mieux ça va être. Au contraire, on est partenaire financier de la droite. On est aussi partenaire financier de plusieurs organismes. On pense à Murmure, au 80, la Barre du Jour et plus d'une trentaine d'organismes qui ont spécifiquement une mission santé mentale, autant sur la rive sud que la rive nord. Et non seulement on est là comme partenaire financier, mais on est au financement à la mission. Donc on ne loge pas dans le financement par projet. On pense que l'innovation passe aussi par des organismes qui sont suffisamment stables pour être capable de payer leur logement, payer les déplacements, payer les salaires. C'est important ça aussi. Comme un individu, de ne pas savoir si on va avoir un toit sur la tête demain et des gens autour de nous, des fois ça nous empêche d'avancer. Donc c'est tout à fait en lien avec notre mission. C'est important, quelques mots bien sentis d'une personne qui a vécu, ça peut a beaucoup plus d'impact que des fois des concepts que quelqu'un peut donner comme moi pour parler au nom de. On va parler des causes et des impacts de la pauvreté.
On a décidé de nommer un chat un chat. Voici 3 des rapports sociaux qu'on a publiés depuis une vingtaine d'années. Vous voyez par les titres, une société en déficit humain en 98, c'était audacieux. Ensuite, une société qui se tire dans le pied. On nommait effectivement les impacts, les causes et les conséquences qui sont sociales, qui peuvent être politiques. Et on a réalisé que dans le fond, c'est ça que les gens voulaient entendre. Il n'y avait pas... en fait, ils voulaient l'entendre de Centraide. Il s'est développé un lien entre plusieurs milieux de travail, des gens d'affaires et tout ça. Une certaine notoriété de Centraide. On a dit, bien, Centraide, on est prêt à l'entendre. Et donc, on saisit toutes les ouvertures pour le faire. Lorsqu'on rencontre des gens, lorsqu'on parle de la pauvreté et l'exclusion sociale, on parle rarement de grands concepts comme développement des communautés, organisation communautaire, participation citoyenne. Ce qui préoccupe les gens, on s'en doute, c'est la santé. On n'a pas à convaincre beaucoup, on n'a pas à faire beaucoup de pirouettes pour faire le lien entre la santé et la pauvreté. Il suffit qu'une personne vienne dire, ben moi tout allait bien à un moment donné, j'ai fait un burn-out, je ne l'ai pas vu venir, mais ma famille, eux, l'ont vu. Il y a eu des séparations, il y a eu des difficultés dans mon couple, je me suis retrouvé en situation de dépression majeure, ça a eu de l'impact sur mes finances comme sur ma famille, et donc je me suis retrouvé en situation de pauvreté. Donc ça, c'est relativement facile, si je peux dire ainsi, à convaincre les gens, parce que les gens se retrouvent là. Ils se disent, ben ça pourrait m'arriver à moi. Mais lorsqu'on fait l'équation contraire, et c'est l'équation contraire que je veux parler aujourd'hui, que la pauvreté crée un stress suffisant pour hypothéquer la santé des gens. Donc, c'est un des facteurs qui fait en sorte que la santé des individus et des communautés s'en trouve hypothéquée, excusez-moi le terme. Lorsqu'on fait cette équation-là, on doit faire un petit peu plus de pirouette. Parce qu'à la compréhension des gens, il y a un filtre et c'est les préjugés. C'est pas pour rien si notre dernier rapport social qu'on a publié porte sur les préjugés. Et là, je ne ferai pas référence aux préjugés les plus grossiers, là, les BSC, les PAUFC, puis les autres. Je parle des préjugés les plus subtils, ceux que les gens n'ont pas l'impression que c'en est un préjugé, un réflexe, on le pense, on n'y a pas réfléchi. Lorsqu'on fait l'équation que la pauvreté crée des problèmes de santé, ben, dans l'exemple que je mentionnais, la personne va dire, ben, je comprends, la personne en situation de pauvreté peut développer des problèmes de santé, mais pourquoi elle était pauvre au départ? Elle ne travaillait pas? L'autre qui a fait un burn-out, là, qui est tombé malade, c'est quand même parce qu'il travaillait. Les gens ne disent pas ça, des fois ils pensent. Et là, avec un témoignage bien senti, quelqu'un peut dire, ben oui, je travaillais 40 heures, mais c'était pas assez pour payer le loyer. Je travaillais 40 heures, c'était pas assez pour tous les tarifs que les autres augmentent. Ou je combinais des emplois à temps partiel, ou je travaillais à temps partiel parce que je dois m'occuper d'un proche, ou je travaillais pas du tout parce que j'ai une limitation, soit j'ai eu un accident ou différentes réalités, ou je travaillais pas du tout parce que je suis loin du marché du travail, et ça sans diagnostic. Ça arrive même si le gouvernement a fait des catégories aptes et inaptes, c'est la réalité quand même. Donc, pour un préjugé qui tient sur le bout d'une phrase, parfois c'est plusieurs paragraphes d'explication qu'on doit mettre de l'avant pour briser ce préjugé-là. Les gens, quand on leur demande quel est le déterminant de la santé qui a le plus d'impact, est-ce que c'est le facteur biologique, est-ce que c'est le système de santé, on en parle beaucoup depuis ce matin, hein, l'accès aux soins de santé, est-ce que c'est les habitudes de vie ou est-ce que c'est l'environnement physique et social? La plupart des gens, souvent, ont le réflexe de dire que c'est les saines habitudes de vie. Par contre, tout démontre le contraire, que c'est d'abord l'environnement physique et social, les conditions de vie qui est le principal déterminant. Donc, il ne suffit pas de dire aux gens arrête de fumer, puis de boire, puis faites de la Zumba pour avoir une bonne santé. Le plus influent, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'environnement physique où on est. L'espérance de vie à la naissance, là, ou l'espérance de vie en bonne santé, il y a une dizaine d'années d'écart lorsqu'on vient d'un quartier comme Limoilou, Vanier, comparativement à un quartier plus favorisé. C'est pas rien, là. Quand on parle de conséquences de la pauvreté sur la santé, on parle de près d'une dizaine d'années d'écart d'espérance de vie en bonne santé. Des statistiques, il y en a d'autres. Taux de suicide deux fois plus élevé. Et c'est le genre d'équation qu'on voit autant à Montréal et dans d'autres endroits. Donc, c'est important de s'y attaquer à ça. Comme je disais, la défense de droit en santé mentale, oui, comme telle, mais il faut aussi parler de la lutte à la pauvreté parce qu'elle a des conséquences. On a des conséquences sur la santé. J'ai quelques éléments de réflexion qui vont peut-être pouvoir nous aider au courant de la journée. Un, se sortir la tête du continuum de service une fois de temps en temps. Je vais y revenir. Être à l'écoute des groupes de défense de droit. J'ai failli écrire se porter à la défense des groupes de défense de droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Remettre les gens au cœur de l'action. Que sont devenus les membres? Où sont les bénévoles? C'est un élément qui peut être préoccupant. Et j'ai une belle conclusion sur une société inclusive. Au moins que l'inventer jusqu'au. La pauvreté, donc si on doit se sortir la tête de temps en temps du continuum de service,
pour adresser les enjeux de pauvreté, c'est parce que la pauvreté, telle que le définit les Nations Unies, c'est une condition dans laquelle se trouvent les êtres humains privés de manière durable et chronique de ressources, de moyens, de choix, de la sécurité, du pouvoir nécessaire pour jouir d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils, donc les droits au pluriel, culturels, économiques, politiques et sociaux. Donc, un droit, ça a été bien dit par Vania tantôt, de dire que le droit n'est pas un service qu'on offre si le droit c'est inaliénable. Et lorsqu'on parle de pauvreté, il y a plusieurs droits en question. Évidemment, le droit à la santé. Le continuum de service est important. Vous mentionnez que c'était un des 4 déterminants de la santé, les soins de santé en tant que tels. Mais il y a d'autres droits en question. Et là, je reprends le cadre du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Un cadre de référence, vous pouvez le procurer sur le site du réseau. Très intéressant, plus de 90 revendications en lien avec tous ces droits-là. On parle d'itinérance, mais de personnes à risque d'itinérance aussi. Ça va plus large que la personne dans la rue aujourd'hui. Donc, droit à la santé, bien sûr, droit au logement, au revenu, à l'éducation, on n'a pas parlé, mais je sais que la droite nous dit d'une année à l'autre dans les documents remis à Centraide, une grande partie des gens qui frappent aux portes des organismes, souvent on soit peu d'éducation, des fois pas de diplôme, sans que ce soit le cas de tout le monde, mais c'est une réalité. Droit de cité pour les personnes les plus marginales, donc d'exister sur la place publique sans se faire tapocher dessus ou se faire bourrer de tickets, je le résume brièvement. Et un réseau d'entraide et de solidarité qui se tient. À Centraide et les organismes associés, on agit surtout là, au réseau d'entraide et de solidarité. On ne serait pas capable d'agir pour structurer l'offre de logement. On ne serait pas capable d'agir pour structurer et commencer à pallier aux revenus, offrir les services de santé et d'éducation. En fait, il y a une question financière, mais pas juste ça, une question de principe. Centraide est complémentaire à un État qui prend ses responsabilités. C'est la même chose dans le financement des organismes. On est complémentaire au financement de l'État. La plupart du temps, on est en dessous, des fois beaucoup en dessous du financement public. Rarement, on l'accote. Donc, c'est où on loge et on pense qu'il y a suffisamment de travail dans le réseau d'entraide et de solidarité. J'ai été à un colloque la semaine dernière, Agir pour se nourrir, où on parlait d'insécurité alimentaire, où on mentionnait à quel point il y avait des déserts de services partout sur le territoire de Chaudière-Appalaches, des endroits où il y a des gens qui ont peu de revenus et que l'épicerie est loin, ou l'épicerie est proche, mais il n'y a pas de bons aliments. Donc, il y a des enjeux suffisamment dans notre région pour nous occuper. L'individu est plus que sa maladie, il est un citoyen à part entière, donc d'où l'importance de sortir de temps en temps du continuum de services, que ce soit par nos regroupements régionaux, que ce soit vos regroupements nationaux, que ce soit les différentes, il y a eu des marches qu'on a fait au Québec, des pas qui ont été franchis plus loin que dans d'autres régions, comme la loi pour l'élimination de la pauvreté. Il y a une politique de lutte à l'itinérance qui a été adoptée, donc ça c'est le fruit d'un travail où on s'est sorti la tête de nos enjeux plus sectoriels. Mon deuxième élément était la question des groupes de défense de droits. Les groupes de défense de droits ont un rôle à jouer dans la défense des droits, en santé mentale notamment, et ils se sentent menacés plus qu'avant. Il y a un contexte, il y a des rumeurs. Les groupes de défense de droits, Vania peut-être va pouvoir me confirmer, n'ont pas la cote en ce moment. Cette impression qu'on mord la main qui nous nourrit lorsqu'on reçoit du financement public et on doit parfois prendre position. Mais c'est un rôle nécessaire. Dans une démocratie, qu'il y ait des organismes qui doivent jouer un rôle check and balance, comme on dit en anglais, c'est important. Centraide Québec Chaudière-Appalaches, on est un des seuls centraides au Québec qui appuie financièrement les groupes de défense de droits. Dans d'autres régions, il y a une historique qui fait qu'ils ne sont pas là. Nous, on pense qu'il manque une occasion d'avoir de l'impact. On voit une tendance dans le milieu communautaire qui n'est pas la tendance de tous les organismes. On voit cette tendance-là avec tous les enjeux de gestion, de ressources humaines, de gestion financière, de gestion immobilière. Les organismes souvent ont moins le temps de nourrir leur vie associative, qui pourtant, les membres, c'est la base, c'est la fondation d'un organisme communautaire. Quand on n'a plus le temps, c'est la même chose pour les bénévoles. Les employés, ça change, ça part, ça revient, il y a du roulement, mais lorsqu'un organisme a des membres, c'est solide comme vous en ce moment, ou des bénévoles, ils devraient en principe se sortir de toutes les situations. Et il y a un adage qui dit qu'on est à 6 personnes près de la personne qu'on ne connaît pas. Donc si un organisme communautaire n'a plus le temps de mobiliser plus que 10 personnes, alors qu'il pourrait en mobiliser une centaine, faire adhérer à la mission, expliquer les enjeux, communiquer, mais on se donne 10 fois moins de chances qu'une de ces personnes-là se retrouve assis à Noël avec une crème de menthe, assis à côté de quelqu'un qui est au Conseil du Trésor.
Vous voyez le principe? On se donne 10 fois moins de chances qu'il y ait un bénévole qui se retrouve quelque part à côté de quelqu'un qui dit les organismes communautaires, il y en a trop, puis les pauvres, ben, ils ne veulent pas se prendre en main. Ben, cette personne-là qui est sensibilisée, qui s'implique dans l'organisme pourrait dire ben, tu te plantes, puis ce que tu dis là, ça m'écoeure, parce que moi, je suis dans un organisme communautaire et je pense pas qu'il y en a trop. Au contraire, on pédale en mot à dit, tu sais pas ce que tu dis. Donc, et pour les organismes, les personnes qui font appel aux organismes, il y en a plusieurs ici qui sont rejoints, je pense que vous avez un devoir de redonner au suivant aussi, d'être impliqué dans l'organisme. Quand on va rencontrer un député, premier ministre, je suis certain que François fait des représentations, ben, d'y aller avec lui et de faire des témoignages. Je vous ai dit tantôt à Centraide, quand c'est un témoignage d'une personne qui l'a vécu, une parole bien sentie vaut 1000 mots. C'est la même chose lorsqu'on signe une lettre d'appui ou quelque chose comme ça. Quand une personne dit ben moi je vais la rédiger, je vais mettre ma couleur là-dessus, ça peut avoir tout un impact. Donc votre parole elle est importante pour la cause, mais elle est aussi importante pour l'organisme que vous défendez. Et évidemment, ben, lorsqu'on prend la parole publiquement aussi, on prend notre place dans la société. Vous avez remarqué depuis le début, je ne dis pas handicapé, je dis limitation fonctionnelle. Pourquoi? Pour la COFAN, le handicap, c'est la résultante d'une situation personnelle d'une personne en lien avec son environnement. Le travail de la COFAN se fait sur les deux plans, sur l'environnement et sur les personnes. Et on constate que c'est les environnements qui créent les situations de handicap, beaucoup plus que les situations des personnes. Autrement dit, si nous avions une société davantage accessible pour tous, les situations de handicap seraient éventuellement inexistantes dans un monde idéal, et on appelle ça l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, ça réfère à un concept, non pas juste pour l'accessibilité à un édifice, mais c'est l'accessibilité aux programmes, aux mesures, aux services, aux édifices aussi, et à l'ensemble des besoins d'une personne. Le travail de la COFAN se base sur les valeurs suivantes. La primauté du droit, c'est très important, on travaille sur la base du droit et non pas sur les privilèges, la pitié, la compassion, etc. comme ça. Le droit à l'égalité, l'idée que les personnes sont les véritables maîtres d'œuvre de leur vie. On parle de empowerment, de pari pour, liberté de choix, solidarité sociale. La COFAN, au début, parlait beaucoup d'intégration des années. Bon, au début, on voulait être normal, la personne voulait être intégrée, et maintenant, on va être inclus. Pourquoi que ça a changé, ça? Vous savez que, historiquement, les personnes en mutation fonctionnelle, avant les années 70, on était soit des infirmes, ou des débiles, ou des fous, ou en tout cas, vous savez les mots, là. Hein? Et dans les années 70, ben, au Québec, il y a du monde qui se sont réveillés, y compris nous autres. Au départ, on dit, écoutez, on aimerait ça être normal. Donc, on s'est rendu compte qu'être normal, c'est pas toujours évident. Je reviendrai à la normalité tantôt. Après ça, on a dit, on va être intégré à la société. Mais l'intégration, c'est bien beau. Mais l'intégration, il faut se rappeler que c'est un concept qui réfère au fait que la personne doit assurer elle-même, s'assumer elle-même toutes les responsabilités pour s'adapter, s'intégrer, s'ingérer dans un environnement qui n'est pas nécessairement fait pour lui. Ça, c'est l'intégration. On s'est rendu compte que, bon, c'est bien beau, là, mais... Et plus tard, dans les années 2000, on a parlé beaucoup plus d'inclusion. Ça, c'est l'inclusion, c'est vise à former, dès le départ, des collectivités, afin que tout le monde puisse y participer et avoir un libre accès à toutes ces activités en fonction des besoins de chacun. Alors là, on parle de construire des environnements qui, à la base, prévoient des choses, plutôt que tout rebâtir. Hein? À titre personnel, en terminant, je vous dirais que comme personne différente, je ne cherche surtout pas à être comme tout le monde, ni à être normal. Ça ne donne rien, parce que à vouloir être normal, le poids virer fou, comme je l'avais dit. Je ne cherche qu'à être moi-même, à être heureux et à me réaliser, au-delà des préjugés d'autrui. Je ne veux pas qu'on me tolère. Je veux qu'on me laisse vivre ma vie en paix. Bien entendu, comme militant, je continuerai à me battre pour que plus grande justice sociale, mais jamais je n'accepterai que mes différences justifient soit l'indifférence. Et ça, c'est la condescendance, hein, la pitié, l'indifférence, les attitudes négatives de qui que ce soit. Et je vous encourage tous à faire comme moi. Ainsi, un jour, peut-être, on verra ça, nous l'aurons, notre société juste et plurielle, et peut-être que là,
on pourra faire rimer le mot normalité avec différence. Merci. Donc, dans les déterminants sociaux de la santé, le logement figure au premier rang. Quand on rencontre quelqu'un sur la rue, dans les associations, dans les groupes où j'ai fréquenté depuis plusieurs années, le logement est toujours la préoccupation des gens. Avoir un chez-soi, d'avoir une adresse, nous permet de réaliser nos projets de vie. C'est difficile de se trouver un travail si on n'a pas une adresse. C'est difficile de tourner aux études si on n'a pas un endroit stable où demeurer. Si tu te fais arrêter par la police, si tu n'as pas d'adresse, mais où c'est qu'on t'emmène, c'est souvent en prison. Alors donc, c'est toutes des préoccupations que les gens ont. Ça ne veut pas dire que les autres déterminants sociaux ne sont pas importants. La sécurité alimentaire, le revenu, l'éducation, l'emploi, la famille, l'environnement, tout ça demeurent quand même importants. Mais le point de déclenchement qu'on s'est aperçu au niveau des personnes marginalisées est souvent d'avoir une adresse, d'avoir un chez-soi, là où on a une identité. On a trouvé, sur nos 213 locataires à clé en main depuis les dernières années, il y a une grande stabilité des locataires. Il y a très peu de locataires qui ont perdu leur logement. En fait, il y en a une seule qui l'a perdu, puis ça à peu près il y a un mois, puis ça par un concours de circonstances. Alors, sur les 213 locataires, les gens ont réussi à garder leur logement, puis à faire en sorte de créer une stabilité résidentielle. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a une diminution des hospitalisations et des incarcérations. C'est que les gens sont moins hospitalisés, et quand ils le sont moins longtemps. Parce qu'ils le savent qu'après l'hospitalisation, ils reviennent, ils ont un lieu où demeurer. Ça, c'est fort important. Puis, il y a moins de judiciarisation, ils ne sont plus dans la rue. Ils ne sont plus dans des ressources. Les gens sont moins fréquemment accostés par la police pour se faire donner une étiquette ou faire en sorte qu'ils se ramassent en prison plutôt que de revenir, de rester dans la communauté. Troisième affaire, il y a une amélioration de la santé physique et mentale des locataires. C'est-à-dire que le fait que tu payes moins cher de loyer, évidemment, tu t'alimentes mieux, donc ta santé physique en est mieux. Donc, il y a des gens qui nous disaient, depuis que j'ai eu une subvention à mon logement, en fait, je peux m'acheter de la viande. Il y a des gens concrètement qui ont dit ça. Et la dernière chose qui est importante, c'est une reprise du pouvoir sur leur vie. Ils se donnent un sens à leur vie et ils sont en processus de réalisation de projet de vie. Le projet de vie, ça peut être bien des choses. C'est pas nécessairement le travail ou de retourner aux études. Le projet de vie, c'est de se réaliser, de se rapprocher de sa famille, de ses lieux d'implication, d'avoir du temps pour s'adonner à son art, à la musique ou autre chose. Alors, ils ont développé une table intersectorielle avec le monde de l'habitation, des organismes communautaires, du réseau de la santé. Alors, ils ont permis justement de se mettre que la coalition revendique des programmes de supplément au loyer à la personne. Et dernièrement, suite à une rencontre du PDG de la Société d'habitation, ils ont obtenu entre 28 et 30 PSL à la personne pour une clientèle vivant des problèmes de santé mentale, mais aussi, je pense, marginalisée pour une clientèle qui sont dans le besoin, qui sont dans la rue. Alors ça, c'est un gain qu'on a eu. On souligne l'importance des groupes en défense de droit. La défense de droit, c'est pas seulement des groupes en défense de droit, c'est une partie de l'action communautaire autonome. Ça fait partie de l'ensemble du réseau. Ça fait partie des groupes qui sont financés, peu importe par quel ministère. Puis qu'est-ce qui est menacé actuellement, c'est pas seulement l'existence des groupes en défense de droit, c'est la défense de droit. C'est l'importance de la défense de droit à l'intérieur de l'action communautaire autonome, puis c'est ça qui nous inquiète le plus. C'est pas tel ou tel groupe que son financement est menacé, c'est que l'aspect défense de droit devienne plus financé. Qu'est-ce qui est menacé quand on parle de l'aspect de défense de droit? C'est le financement à la mission des groupes. Puis que de plus en plus, on s'en aille seulement vers des ententes de services. Puis ben, ça enlève des espaces citoyens pour que les gens, c'est ce que je disais avec l'approche de l'éducation populaire, pour que les gens qui vivent les problématiques soient au cœur de la solution puis aient une voix au chapitre. C'est ça qui est menacé actuellement. Pourquoi c'est menacé? Parce qu'entre autres, notre rôle, c'est de dire, comme je viens de vous dire il y a 2 secondes, le gouvernement ne va pas dans la bonne direction au niveau budgétaire.
Ça, c'est un des rôles des groupes en défense de droit, c'est de représenter cette idée-là. Puis effectivement, c'est pas populaire d'avoir ce rôle-là socialement. Ça ne le rend pas moins important et moins fondamental si on va avoir une société qui avance démocratiquement puis qui avance vers une société